Salvatore Cagliaroli. Yo, man! Alors, bonjour à tous et bienvenue dans ce 37e numéro de La Voix des Héros sur Animusique. Olivier est avec vous et je ne suis pas seul puisque mes deux fidèles compères sont à mes côtés, Alexandre et William. Aujourd'hui, notre émission est consacrée à une artiste atypique que l'on connaît surtout pour ses chansons et sa voix, qu'elle a prêtée à quelques fameux personnages animés du petit écran. L'occasion nous est aujourd'hui donnée, puisqu'elle a accepté de nous rencontrer, d'en savoir un peu plus sur elle et sa carrière et de découvrir si son image un peu troublante et hypnotisante va encore agir sur nous. Vous le savez certainement, nous avons la chance d'être en compagnie de celle dont la voix est entrée dans nos têtes pour ne plus en sortir, Amélie Morin. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Mais je vous en prie, j'adore parler de moi. Non, c'est pas vrai. Vous êtes d'origine parisienne et vous êtes retrouvé au Canada. Qu'est-ce qui vous a poussé là-bas à commencer la route qui vous mènera vers l'artiste que vous êtes devenu? Le destin. Parce qu'en fait, à la base, j'avais pas franchement envie de faire ce métier, puisque mes parents étaient dans ce métier. Ma mère était chanteuse, comédienne, auteure. Mon père avait un studio d'enregistrement. Donc moi, je voulais faire tout sauf ça. Je voulais être coiffeuse, vendeuse. Mais absolument pas ni comédienne ni chanteuse. Mais en fait, ça m'a vite rattrapée. Parce qu'un jour, je suis allée chercher ma mère dans un studio. Ma mère faisait du doublage. Elle faisait un petit personnage en pâte à modeler qui s'appelait Gombi. Et je suis allée la chercher. Et le directeur de plateau m'a vue. Et il a un peu flashé. Et à l'époque, je commençais à travailler dans une agence de voyage. Enfin, si on peut appeler ça travailler. Et il essayé de me convaincre que j'étais faite pour ce métier. Il m'a demandé de passer des essais. Et en fait, j'y suis allée. Et puis ça a fonctionné. Donc j'ai enregistré une série, ma première série de doublage. Et là, il y avait une comédienne dont le mari était metteur en scène et qui montait une pièce qui s'appelait La Folle Nuit. Et il cherchait son ingénu, il ne la trouvait pas. Et il m'a fait passer un essai et j'ai démarré au théâtre. Et en même temps, j'ai eu une série à la télé comme comédienne. Et j'ai fait de la radio. Et tout à coup, j'étais embarquée là-dedans. Mais alors... Donc voilà, ça a commencé un peu comme ça, d'une façon... j'ai pas franchement cherché. C'est plutôt le destin qui a fait en sorte que voilà, c'était certainement ma voix. Mais je voulais pas l'admettre. Je voulais être tellement différente du monde dans lequel j'évoluais. C'était parce que, voilà, adolescente... Rebelle. Rebelle. Vaut mieux être rebelle que remoche. Finalement, pas de regret. C'est pas moi, hein, c'est des proches. Oui, je sais. Vers quel âge êtes-vous revenu en France et quel était votre premier travail de nature artistique de retour au pays? Ah, ici? Alors, je suis venue ici, je devais avoir... je suis venue en plusieurs fois, si j'ose dire. Bon, la première année, c'était... je suis restée 6 mois, puis je suis repartie, puis je suis revenue, puis je suis repartie. Je travaillais pas vraiment, j'ai fait... Alors en fait, mon premier vrai travail ici, j'avais enregistré à Montréal la première série de Candy, la voix de Candy, donc j'ai fait Candy là-bas. Et en France, c'était une autre comédienne qui avait fait les premiers épisodes. Elle s'appelait Sylviane Margollet. Et elle est partie, elle a épousé un Américain, manifestement, et les clients ont appris que moi j'étais à Paris. Et donc ils ont demandé à ce que je reprenne le rôle, puisque je l'avais déjà fait à Montréal. Et c'est sur Candy, en fait, que j'ai démarré pour le doublage. Et en même temps que je faisais ce doublage, j'avais été chanter dans un studio. Mon frère avait une boîte de pub et il venait enregistrer ses jingles ici à Paris, donc il était à Montréal, et il venait enregistrer ça dans les studios de Gérard Manset et Jean-Paul Malek. Et il m'a dit, écoute, viens me donner un coup de main, j'ai besoin d'une choriste un peu sympa, viens me chanter 3 notes. Donc j'avais déjà fait une comédie musicale à Montréal, donc je chantonnais un peu comme ça. Donc je lui ai chanté ces 3 notes, et dans le studio, Jean-Paul Malek, à qui appartenait aussi le studio et qui faisait le son, et je sais pas, il a craqué sur ces 3 notes, sur ma voix, et il me dit, écoute, il y a un chanteur cet après-midi qui enregistre son album, il cherche une voix féminine, et on n'arrive pas à trouver vraiment non plus cette voix, est-ce que tu veux essayer? L'arrangeur était là, Alain Kremski, et il me joue le truc au piano, et puis j'essaye comme ça, puis ils sont là, ils se regardent, puis ce chanteur s'appelait Jean-Yves Lullet.
Et il arrive et puis je lui chante son truc et il fait ah ouais c'est exactement ça. Et j'enregistre donc une chanson qui s'appelait J'y vois bien dans ta tête sur l'album de Jean-Yves Lullet. Et là Jean-Paul Malek dit ah travailler ensemble et je produis un album. Parce qu'il trouvait qu'il y avait quelque chose de voilà bon. C'est toujours pareil hein, les choses sont passées comme ça avec énormément de... Ça me semblait normal, totalement naturel. Super rapidement en plus. Oui, très rapidement. Et alors donc on a bossé pendant plusieurs mois et on a sorti le premier album qui s'appelait J'étais venue pour dire bonjour. Pour dire bonjour. Voilà. 81. Voilà. Ouais, 80. Et au même moment où je faisais Candy. Donc c'était une année où c'était vraiment incroyable de... Voilà, tout s'ouvrait. En plus, ça a joué énormément en votre faveur parce que c'était la période où il y avait de plus en plus de radios FM qui venaient au monde et qui retransmettaient en boucle vos chansons. Donc, mais en fait, ça s'est passé. J'étais venue pour dire bonjour. C'est, si je me trompe pas et que je dis pas de bêtises, c'est Europe ou RTL, je sais plus, une des deux radios. Ils avaient trouvé ça tellement bizarre cette chanson. Ils avaient dit c'est trop bizarre. Alors soit on prend pas, mais si on prend, on va la matraquer toutes les demi-heures pour voir ce que ça donne. Évidemment, en matraquant une chanson toutes les demi-heures sur une radio comme celle-là, voilà, ça c'est parti. Je crois savoir d'ailleurs que de votre album, il y a eu 2 45 tours qui sont extraits de cet album qui ont remporté le diamant de la chanson française. C'est l'album qui a remporté le premier album, qui était l'ancêtre des victoires de la musique. Donc il faut m'empailler maintenant, hein, je suis bonne à mettre au musée. Et donc, non, mais c'est vrai, c'est l'album J'étais venue pour dire bonjour qui a remporté ce truc. C'est comme comment dire, c'est vraiment vivre un conte de fées, quoi. À un moment donné, dans sa vie, il y a tout qui se met en place. Vous ne pensiez pas que ça allait marcher autant, en fait? Ben, je pensais à rien, en fait. C'est ma grande force dans la vie, c'est de ne pas penser. C'est de laisser les choses. Fait et... Voilà, les rencontres se sont faites, ça s'est fait très naturellement. On a beaucoup travaillé avec Jean-Yves, puis j'aimais ça, j'adorais ça, bien évidemment. C'était voilà. Et puis il y a eu ce premier album, il y a eu un deuxième album, et puis après les choses se sont un petit peu compliquées. Déjà, ne serait-ce que par le milieu même de la chanson, c'était un petit peu compliqué. Et puis moi j'ai eu Clara, ma fille, et j'ai fait des choix qui était important pour moi. Je voulais être là pour elle, vraiment être là pour elle. Pour revenir à J'étais venue pour dire bonjour, est-ce que vous avez adhéré d'emblée à la chanson qui n'était pas ordinaire Non, mais la chanson, en fait, c'est la perception de Jean-Yves quand il m'a vue la première fois. En fait, quand je suis arrivée dans ce studio, il y avait Alain, Krepski, Jean-Paul Malek, Jean-Yves Lullet, tout ça. Puis on sentait une sorte de, je sais pas comment dire, soyons modestes, sorte d'électricité dans l'air. Et il a imaginé cette vision-là, et on en a beaucoup parlé. J'ai dit non mais attends, mais pour moi c'était pas une chanson qui était moi, c'était une chanson comme une comédienne. J'interprétais tout à coup ce personnage qui voyait qu'autour, partout où elle passait, ça déclenchait des choses un peu sanglantes. Et c'était vraiment, je l'ai chanté comme si on m'avait fait jouer un rôle ou une pièce, et je trouvais ça plutôt amusant. Parce que c'était pas moi. Si ça avait été moi, je ne sais pas si je l'aurais chanté de cette manière-là, tout au moins. Certainement pas. Donc j'arrivais pas, j'étais pas du tout. Ça correspondait pas à la personne que j'étais. Il y a des chansons dans l'album, en revanche, qui ont été plus proches de moi, de ma nature à cette époque-là, à ce moment-là dans ma vie, puisque en fait, on l'a écrit ensemble cet album. Avec Jean-Yves, on se voyait tous les jours, on parlait beaucoup, on se promenait dans Paris, on faisait, vraiment, on a essayé de faire enfin, on ne savait même pas ce qu'on essayait de faire. Simplement, voilà, ça surgissait tout à coup, il y avait des chansons qui prenaient forme, et puis c'était formidable, quoi. C'est magique, hein. Et donc après, j'ai pas retrouvé ça pendant des années. Et il y a quelques années, très peu de temps, j'ai fait un album que là, j'ai écrit toute seule. Enfin, j'ai fait toute qui remonte à 2009, je crois. Le 9, qui est sorti en 2009. Oui, voilà. Non, ça c'est Double Écho, ça c'est autre chose. Qu'est-ce qui s'est passé en fait, puisque entre 84 et cette année-là, ouais. Il y a eu un trou. Ouais, il y a eu un trou. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est le doublage qui a pris votre temps ou... Il y a eu le doublage, la nécessité de gagner ma vie parce que j'étais un petit peu toute seule avec Clara, quand même, il faut bien le dire. Ma vie était un petit peu compliquée à ce moment-là, donc j'avais des nécessités matérielles
faire du doublage, c'est quand même très sympathique, c'est quand même quelque chose de formidable. Puis voilà, puis ça me laissait disponible aussi. Et puis j'ai fait du doublage comme comédienne, mais j'ai beaucoup écrit aussi pour le doublage. J'ai adapté énormément de séries, j'en ai fait mais des kilomètres. Qu'est-ce que vous préférez maintenant que vous avez vu vous faites ces deux secteurs en fait? Est-ce que vous avez pris plus de plaisir à faire du doublage ou plus de plaisir à faire de la chanson? Non. Qu'est-ce qui vous parle le plus? L'un comme l'autre, je veux dire, ça fait partie. C'est comme si vous demandiez à un dentiste s'il préfère soigner une incisive ou une molaire, quoi. Ça fait partie de la bouche. Donc, pour moi, ça fait partie du même métier. C'est une autre forme d'expression, mais c'est s'exprimer soi. Alors, effectivement, dans le doublage, c'est plus se mettre à disposition d'un personnage qui existe déjà. Quand c'est des vrais personnages humains, quand c'est du dessin animé, c'est un petit peu plus créatif. On a un peu plus de liberté, c'est sûr. Maintenant, la chanson, c'est une autre forme d'expression. On est un peu plus seul. Mais c'est la musique, mais c'est... je sais pas, c'est une autre forme d'expression, mais je pense qu'elles sont assez complémentaires. L'un n'empêche pas l'autre, en tout cas, c'est sûr. Restez avec nous. La voix des héros revient dans un instant sur Animusique. À l'album, le premier, il est sorti au Japon, je crois. Oui. Et vous avez fait aussi de la scène suite à la sortie de cet album. Oui, oui. Est-ce que vous avez des souvenirs particuliers par rapport à la scène à cette époque? Oh là là, c'est magique. Magique. J'ai le souvenir d'un dédoublement, surtout, c'est ça qui était frappant, c'est-à-dire que quand j'arrivais, j'étais morte de trouille, hein, mais à un point, mais on n'imagine même pas, au point où je me disais, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Je suis complètement malade, il faut être fou, il faut être cinglé, il faut être je sais pas, faut avoir une case en moins pour aller se mettre devant des gens en se disant je vais les captiver, quoi. Et puis tout à coup on est emporté, il y a quelque chose qui se passe, il y a un dédoublement et puis là on essaye de... Et on partage, et il y a vraiment un partage qui se fait, c'est-à-dire que vous parlez, et vous chantez, les gens vous regardent, vous écoutent, c'est quelque chose de... C'est ce qu'on recherche tous dans notre vie. Là on le fait par le biais peut-être de la scène, mais je trouve que toute la solitude, toute la souffrance humaine vient du fait que les gens se sentent extrêmement isolés. Et là, tout à coup, la scène fait en sorte que cet isolement est brisé. Tout à coup, on devient une sorte de tout. Hein, on est plus soit en train de se faire d'être regardé, vraiment il y a une communion. Alors, je l'ai ressenti comme ça, et ça a été quelque chose de quasi mystique, je dirais presque pour moi, parce qu'il y avait vraiment
quelque chose de vraiment d'une autre dimension, vraiment d'une magie. C'est quelque chose de, c'est pas ordinaire, j'en fais pas ça tous les jours, tout à coup de se retrouver dans cette situation-là. Alors ça passe ou ça casse, là c'est bien passé, et ça a été un souvenir formidable. De voir aussi ce qui était formidable, c'était travailler avec, j'avais 6 musiciens sur scène, et tout à coup, à travers la musique, il y a là encore un autre partage qui se fait, il y a une entité qui se crée, quoi. C'est fort, c'est vraiment une expérience, c'est pas un truc genre j'allais me tortiller. C'est pas quelque chose qu'on fait comme ça et après on passe à autre chose, quoi. Ça vous marque. Ça marque durablement. Ça marque, même si on en fait, parce que je n'ai pas fait énormément de scènes, j'en ai fait, mais assez pour que ça... C'est quand on dit j'ai le virus, la scène, c'est parce que les gens, c'est ce qu'ils vivent tout à coup. On vit sur scène une situation qu'on devrait pouvoir vivre dans sa vie quotidienne, c'est-à-dire ce même partage, de cette même... en fait, les gens qui sont là, c'est qu'ils avaient vraiment envie d'être là, donc ils sont là, et vous êtes là pour eux, et eux, ils sont là pour vous, donc il y a un équilibre qui se fait, c'est extraordinaire, ça voilà. Ça, cet aspect-là, c'est très marquant. Et puis toute la bonne volonté des gens autour qui sont là pour que vraiment ça se passe bien, pour que... J'ai le souvenir des éclairages de Jacques Rouvérolis, qui est un grand éclairagiste, je sais pas, on pourrait... Et qui était venu, m'avait posé une question en me disant « Qu'est-ce que c'est pour toi l'éclairage ?» Je lui avais dit « L'éclairage, c'est la lumière c'est la vie. » Ça lui avait beaucoup plu. Et il m'avait dit « Je suis trop cher pour toi, je le ferai gratuitement. » Et il a fait tous les éclairages du spectacle comme ça. Et même pour lui, il me disait, je fais des gros trucs, je fais Johnny, il faisait tous les gros... Et de se retrouver avec des moyens beaucoup plus restreints, puisque évidemment, j'en avais pas à ce niveau-là, ça faisait que ça activait chez lui une autre sorte de créativité, et ça réactivait quelque chose, et donc pour lui, c'était intéressant aussi. Donc, je garde beaucoup de fierté, et c'est un moment très joyeux de ma vie, hein, très avec beaucoup de plénitude, beaucoup de fécondité. Enfin, c'était chouette, quoi. On le ressent bien, vous entendant parler. Ça me donne le sentiment qu'avant que vous faisiez de la scène, vous aviez peut-être un petit manque de confiance en vous, et le fait de monter sur scène et d'avoir assisté à tout ça, d'avoir reçu l'accueil du public de cette manière-là, ça vous a donné plus d'assurance, plus de confiance en vous-même, vous croyez beaucoup plus en vous-même. Non, parce que j'avais joué au théâtre à Montréal, j'avais fait de la comédie musicale, j'avais fait quand même pas mal de choses, mais être seule sur scène avec 6 musiciens, ça m'était jamais arrivé. Quand on joue au théâtre, on joue une pièce de théâtre, on est plusieurs, chacun a son rôle, on s'appuie les uns sur les autres, etc. Là, il y a eu, tout à coup, on sait que... tout repose sur vous. Tout repose sur soi. En même temps, c'est complètement... C'est un défi qui est complètement... Oui, puis de toute façon, c'est vrai que moi je suis pas quelqu'un je suis pas sûre de moi du tout. Hein, et c'est sûr qu'à chaque fois c'est comme des défis. Mais mes défis, ça peut être de chanter sur scène ou ça peut être de maintenir l'appartement en ordre. Ça peut être un autre genre de défi. Mais c'est toujours pareil. C'est dans le sens où je suis portée par ça. Bon, ça veut pas dire que je réussis toujours tout. Des fois je rate absolument, mais dans les grandes largeurs. Mais voilà, je suis portée par cette envie de partage, quoi. Cette envie d'aller au bout des choses et puis de bien les faire et puis d'en profiter surtout, parce que ça va vite. Vous avez été choisi pour la comédie musicale Annie. Vous a-t-on précisé là ou les raisons qui se sont avérées déterminantes quant à vous compter dans cette production ? Alors, les raisons déterminantes, c'est qu'ils m'ont choisi parce qu'ils ont dû aimer, tout simplement. Je pense que ça a été ça et que ça correspondait à l'époque où j'avais quand même un petit nom. Hein, donc, on le sait, ça joue un peu dans la balance. Ça faisait partie de toute cette période où il y avait Candy, il y avait Ami, il y avait l'album, il y avait la scène, il y avait tout ça, c'était une sorte de volcan, là, et hop là, ça y allait, quoi. Donc non, je me suis pas posée, on m'a dit, j'ai passé des essais comme tout le monde, on m'a dit, tu as été choisie. Donc voilà, j'ai été choisie maintenant, parce que ma voix collait certainement bien sur le personnage. J'avais pas
la façon américaine de chanter avec une voix, avec une grande... Parce que je chante juste, mais j'ai quand même une petite voix. Hein. C'est pas, je suis pas Céline Dion, je suis pas Lara Fabian, Barbara Streisand et compagnie. Non, je serais plus voilà, j'ai ma voix, moi, mais c'est... Donc c'était quand même étonnant qu'ils m'aient choisi, parce que je pensais qu'ils auraient pris quelqu'un avec une tessiture beaucoup plus large. Et en fait, finalement, ça collait bien. Et j'ai travaillé avec Jean Cusack, qui faisait partie des Double Six, ou les Swingle Singers, je sais plus quel des deux. Michel Barou nous dirait ça. Ouais. Bref, j'ai travaillé avec lui. On a travaillé toutes les chansons avant de les enregistrer et tout. C'était passionnant de travailler avec lui. Oh, quel monsieur, c'est extraordinaire. Il y a aussi Destination Noël, je crois. Ah oui. C'est une émission événementielle sur Voilà, TF1. c'était 15 jours en direct sur TF1 où j'animais l'émission avec d'autres personnes. Ça aussi, faire du direct, j'en compte pas. Hein, c'est pas facile. Hein, c'est au niveau du track à gérer, c'est terrible. Et puis il y a eu quelques anecdotes, je me souviens, comme c'était une émission pour enfants, et on les avait invités, je crois que c'est Henri Dess, qui était sur le plateau, il devait chanter une chanson. Et nous, on n'avait pas la musique sur le plateau. La musique, elle passait, elle était dans le contrôle, elle passait en ondes, elle y était, mais nous, on n'entendait rien, donc il attendait. Et donc, il a fallu meubler, ça a duré un temps, mais infini. Alors... j'étais là, elle est où ta musique? Tu l'as cachée dans ta boîte? Enfin bon, essayer de... Voilà. Alors, apprendre une souplesse aussi le direct, c'est ça, c'était marrant, c'était incroyable, quoi. Mais c'était comme un rêve. Et quand j'y pense aujourd'hui, j'ai presque l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui a vécu tout ça. Et cette émission, elle était produite par qui? C'était pas Christophe Izard à l'époque? Je crois pas. Non. Catherine Malaval, je me souviens de ce nom-là. Je ne sais pas qui a produit l'émission en fait. Alors évoquons le cinéma. Comment le projet du film Noël au Congo a-t-il vu le jour et pourriez-vous décrire votre personnage ainsi que la trame de ce long métrage? Les dents, vous êtes drôlement au courant. C'est dingue. Qui connaît Noël au Congo? Alors, comment Noël au Congo? Alors, j'ai travaillé avec Gilles Laurent et William Corinne, surtout William. Gilles avait écrit le scénario de ce film et au départ c'était pas moi qui devais faire le rôle, c'était une autre comédienne, donc voilà. Et puis finalement ils se sont dit oh tiens pourquoi pas Amélie, toujours la même période, tout va bien, voilà. Et voilà, et donc c'était surtout axé sur leur personnage à eux, foot BD, complètement cinglé, avec Jean-François Bléric qui était le frère de Patrick Devers. Il y avait Gilles Laurent qui jouait là-dedans, William Corinne, moi. Mon personnage était assez falot, il faut dire que bon, il n'y avait pas se relever la nuit, mais c'était sympa, c'était ma première expérience dite de cinéma, voilà, et c'était marrant. Mon personnage avait 3 scènes, je crois. C'est quelqu'un qui probablement devait chercher sa place au milieu de ces 3 cinglés, et qui n'arrivait pas à la trouver. Ça, c'était... Et la trame du film, je pense que je vais appeler Gilles Laurent pour lui demander qu'il m'explique. Ça nous donnera l'occasion d'entendre la voix de Jace. Alors, oui. Alors, Astralgram, votre dernier et récent album, oui. enfin récent, il y a 2-3 ans, oui. est disponible et vous en avez écrit les paroles. Oui. En trouvant, si je ne me trompe pas, je crois que j'ai lu ça, ou j'ai vu ça dans votre interview, je ne sais plus où. Oui. Enfin bref, dans l'inspiration, dans l'observation de ce qui vous entoure. Ouais. Écrire des paroles de chansons, c'est quelque chose que vous aviez déjà fait avant? Est-ce que c'est difficile? Alors, j'avais écrit des chansons, oui, mais qui sont restées dans le fin fond de mon tiroir. Quand j'ai travaillé avec Jean-Yves, c'est sûr que sur ses premiers albums, on travaillait ensemble et que voilà, je le laissais signer parce que voilà, c'était partage. Et là, tout à coup, ça a commencé d'une manière très bizarre comment je l'ai fait cet album. Parce qu'au démarrage, ça a été juste... le premier truc que j'ai écrit, c'était Taille Small. Je me souviens, j'étais dans ma cuisine, on venait de finir de manger, et là j'ai été pris d'une déprime, en me disant mais ma vie ça va être ça quoi, il se passait plus rien à ce moment-là, c'était un peu lourd, et je me suis assise dans le salon, et puis les premiers mots de cette chanson c'est j'en ai marre, il y a un truc qui me turlupine, je suis coincée dans ma cuisine. Voilà, j'écris ça. On va faire des petits plats qui m'enrobent de gras, parce que je trouvais que j'avais pris du poids, etc. Et là, je pars dans mon délire, et je me fais rire toute seule, et je me dis, oh, il est marrant le texte, et je l'écris en
en 10 minutes. Hein, vraiment. Hein. Et puis, bon, voilà, je fais ce premier texte. Et puis, deuxième texte que je me fais, j'ai un canapé rouge, pas ici, mais là-bas, sur lequel je m'affalais de temps en temps. Et j'écris cette chanson, je me suis fait avaler par mon canapé rouge parce que j'arrive même plus à en sortir. C'est une période un peu difficile. Et cette chanson, je l'écris aussi, j'écris ce texte. Et puis j'en écris 3, et je ne sais plus le troisième. Et je me dis, je me retrouve avec 3 textes. Et je téléphone à l'époque, puisqu'on était toujours proche à Gérard Rinaldi, donc qui est le parrain de ma fille. Et je lui lis ces 3 textes. Et il me dit, mais dis donc, c'est formidable, il faut que tu continues, etc. Et je me dis, il faut que je travaille avec un musicien, avec qui je pourrais bien travailler. Et puis je pense à Alain Goldstein, avec qui j'avais bossé sur un album qui avait fait 2 titres, 2 musiques. Un qui s'appelle Dors tranquille et l'autre qui s'appelait Nomade. Et je me dis peut-être qu'Alain, il pourrait travailler avec moi. Donc j'appelle Alain, on ne s'était pas vu depuis des années, tout ça, j'arrive chez lui, je monte mes textes, il me dit oh c'est vachement sympa. Et puis il me fait 3 musiques. Et puis je me dis 3 musiques, allez, je vais en faire une autre. Et puis à chaque semaine, finalement, je lui amenais un texte. Voilà, c'est devenu, et bon, évidemment, c'était l'observation de ce qui m'arrivait à moi, mais de ce que j'entendais beaucoup autour de moi, puisqu'on arrive à un moment dans sa vie où on voit autour de soi les couples qui étaient unis se désunir, les gens faire à peu près n'importe quoi, les gens deviennent totalement cinglés, les nanas elles flippent complet de voir le temps qui passe, etc. Donc il y a vraiment matière à écrire des choses, et dans ma propre vie, dans la vie des autres. Et cet album s'est fait comme ça, juste une sorte de défi avec Alain. Alors un jour, il me fait entendre une musique que je trouve super belle. J'ai dit j'adore, donne-moi le bout de cette musique, je vais essayer d'écrire quelque chose. Et sort À côté de la lune, qui est une chanson que j'ai écrite sur le harcèlement au travail. Pourquoi ? Je ne sais pas. Je ne me suis jamais fait harceler au travail. Et pourtant, à travers cette chanson, je dénonce le harcèlement, et c'est une chanson qui est extrêmement triste, mais que la musique d'Alain m'a inspirée. Elle trouvait vraiment bien sa place dans l'album. Et tout a été fait comme ça. Et j'étais super étonnée d'arriver avec 11 titres tout à coup. Finalisé en maquette, et puis il y a eu les producteurs, et puis l'album a été fait, et bien fait, est sorti, et en fait c'est là où le bas a blessé, c'est que il n'y a pas eu de suivi. C'est comme si j'avais fait quelque chose, voilà, et que j'avais gardé ça dans mes tiroirs, en fait, ni plus ni moins. C'est très dommage. Alors il faudrait, tout le monde me dit, mais Amélie, ton album il est super, il faut que tu fasses de la scène, il faut que tu... Alors je me suis dit, tiens, je vais peut-être faire un truc sur internet, je vais me mettre devant ma caméra, je vais faire comme tout le monde, et puis je vais chanter ma petite chanson. Après je me dis, non, je sais pas, j'attends la même magie peut-être. Alors peut-être que j'ai tort, hein, mais bon, voilà. Restez avec nous, la voix des héros revient dans un instant sur Animusique. Petite sorcière, je voyage sur mon balai, ça va plus vite quand je mène faire. Elle arrive tout droit du beau pays magique, son père en est le roi, et c'est là que ça se complique. Minifée, le roi est en colère quand elle vit sur la terre, il voudrait qu'elle revienne, sa petite magicienne. Minifée, oui mais nous on veut la garder. Elle peut tout arranger d'un petit clin d'œil magique. Elle peut aussi changer un vieux chameau en moustique. Minifée, depuis qu'on la connaît, on ne s'ennuie jamais. Avouez que c'est pratique d'avoir une amie magique. Minifée, c'est chic d'avoir une amie fée. Minifée, me voilà! Votre premier dessin animé, qui a d'ailleurs été doublé au Canada, était Minifée. Oui.
Donc vous avez travaillé sur ce doublage donc, avec votre maman. Oui. Vous serait-il possible d'évoquer cette expérience? Oh, Donc je précise à nos auditeurs qu'il s'agit de Sally la petite sorcière, Voilà. mais l'ancienne série. Voilà. Eh bien, figurez-vous, je vous racontais que je travaillais dans une agence de voyage, enfin, et que le directeur de plateau avait reçu une série qui s'appelait Minifée. Et il me fait passer des essais sur il y avait des triplés, des voix de garçons en plus. Et je vois la rythmo qui défile et je me retourne vers l'ingénieur de son, je dis mais ça va pas la tête, hein, j'ai envie de voir ralentir, ça va trop vite. On veut que je le lise. Ça a été ma première expérience. Je me suis accrochée, j'arrivais à lire à la barre et tout. J'avais jamais fait de doublage, donc ma mère, elle en avait fait un peu, mais j'étais jamais venue vraiment voir comment elle bossait. Donc, puis finalement, j'ai passé des essais et j'ai été choisie. Mais il faut dire que à ce moment-là, au Québec, le doublage démarrait. Donc, on prenait des gens qui étaient comédiens, parce que voilà. J'avais quand même pris des cours, hein, entre guillemets, j'avais pris des cours d'art dramatique, j'avais fait quand même pas mal de choses. J'avais une troupe de théâtre quand j'avais 14 ans, on s'appelait Les Audacieux, et on montait des pièces de boulevard, donc je disais que je voulais pas, mais en fait je voulais, quoi. Et donc j'ai commencé sur Minifée, voilà, ça a été avec des essais, et puis je me souviens que je trouvais pas ça évident au départ. Hein, Donc c'était les triplés? Ouais, on était 2 pour faire les 3. Philippe Arnaud, qui était un chanteur, qui était français d'ailleurs, qui lui était chanteur et qui faisait un des personnages, et puis moi sur ces personnages-là, ma mère faisait Minifée avec sa petite voix, c'était rigolo, et puis d'autres comédiens. Voilà, quoi. On rappelle d'ailleurs qu'il y a une édition canadienne DVD qui est sortie justement de cette série il y a quelques années. J'aimais bien la chanson, je m'en souviens encore. C'est ma mère qui la chantait. Adapté d'ailleurs, il me semble, du générique japonais. Oui. Véritable phénomène de société, Candy a été avec Goldorak le dessin animé le plus populaire en France dans les années 70 et 80. Le récit à la fois captivant et très triste a laissé une marque certaine dans la mémoire de plusieurs générations de téléspectateurs. Quelle a été votre impression sur l'arrivée des premiers dessins animés japonais en France? Alors, quand j'ai vu la première fois Candy, que c'était des Japonais qui avaient dessiné ça, je me disais qu'ils avaient exagéré sur la rondeur des yeux. Ça, c'était le premier truc. Les yeux souvent très longilignes ou Ah non, très mais là, arrondis. Candy, elle a des yeux comme Oui, ça. oui. Hein, Ah oui, elle a des... ouais. Oui, elle a des yeux mais ronds, on ne peut pas faire plus rond. Déjà, je trouvais ça marrant. Après, je me disais, mais c'était comme une sorte de photoroman, enfin, je sais pas, de soap. C'était un soap en dessin animé, mais c'était la première fois qu'on voyait ça. Donc, je me disais, c'était bizarre. Je ne savais pas si c'était joli ou pas, si le dessin était beau ou pas. Mais en tout cas, j'avais aucunement conscience du fait que, en faisant la voix de Candy, ça allait marquer des générations. Alors ça, certainement pas. Hein. On était bon, on m'avait demandé de le faire et ma voix correspondait bien. C'était voilà, c'était amusant, c'était rigolo, même c'était étonnant. Un dessin animé aussi réaliste, en fait avec des groupes. Et alors j'étais très choquée parce que les Japonais, ils adaptaient des symboles. Par exemple, les personnages adultes giflaient les enfants dans le dessin animé, on le voit. Alors que nous, on ne ferait pas un truc pareil. Ou alors la croix qui arrivait là comme un symbole, c'était vraiment très bizarre, c'était totalement décalé. Mais alors, ils saluaient comme ça. Non, alors il y avait des choses, et j'ai retrouvé ça aussi, où j'ai trouvé qu'il y avait un mélange des franco-japonais quand on a fait, comment ça s'appelait, Lady Oscar. Lady Oscar. Ouais. Alors arranger à la sauce japonaise, c'est quand même assez particulier. Avec la présence de l'Arc de Triomphe dans Paris à l'époque. Oui. À l'époque, il y avait des anachronismes. Oui. Il y avait plein de choses comme ça qui étaient marrantes. Mais pour Candy, en tout cas, je me souviens que c'était toujours les journées d'enregistrement étaient vraiment très sympathiques. Bon, on travaillait beaucoup plus lentement qu'aujourd'hui. Hein, on faisait un épisode le matin et peut-être un l'après-midi. Après, on tournait, pas Candy, mais certains, le collège Foufoufou, on en faisait 5 par jour, hein, quand même, ou 6. Quoi. Donc c'était... Thierry Bourdon, qui incarnait Terry dans l'un des grands amours de Candy,
On vous a raconté avoir reçu de nombreuses lettres d'amour à l'époque. Ouais. Est-ce que de votre côté, ça vous est également arrivé? Non, c'est curieusement non, mais en revanche, ce que j'avais et ce que j'ai encore, c'est quand je parle, tout à coup, il y a des gens qui me disent, je connais votre voix. Et puis, alors ça me fait sourire, alors je leur dis. Et en général, j'ai des réactions complètement, j'ai des réactions de folie, quoi. J'ai vu des mecs devenir des pivoines rouges comme ça. Je me demandais si à l'époque j'appelle le SAMU, quoi. Et il y en a pour qui ça les a tellement marqués, mais tellement marqués. C'est là où je trouvais ça incroyable. Comment un dessin animé, le pouvoir de l'image, tout ça, ça marque des enfances. Et puis après, c'est fou, quoi. Les gens ont une tendresse. Je ne sais pas si vous connaissez mes copains Aussibeau. Vous les connaissez ou pas? Aussibeau. Le site internet Aussibeau? Oui. Vous connaissez Pierre Alec et tout ça? Je ne connais pas les... Ah non, vous ne connaissez pas. je vais Non, sur parce le que site. eux, c'est grands fans aussi de toutes ces années, toutes ces époques. Oh non, Candy, c'était vraiment un très très joli souvenir. Un très joli souvenir. Oui, ça a marqué malgré la polémique qu'il y a eu autour des dessins animés Oui. japonais, parce qu'on Oui. critiquait quand même à l'époque que Oui. les dessins animés japonais étaient très violents, avaient véhiculé soi-disant des valeurs qui pouvaient être une mauvaise influence pour les enfants, Oui. etc. Vous, je ne sais pas vous, Sur Candy, comment non. vous avez vu ça en fait en Sur vérité. Candy, non. Après, il y a eu des trucs, Collège Foufoufou, il y avait des trucs. Ah, il y en a, Juliette, je t'aime. Alors là, c'était. Ah, Là, ici, Charlotte. Dans la version ça, là, française, ils ont modifié on les a, choses. mais on n'a C'est sûr. pas modifié, on a carrément changé. Oui, Et puis c'était- quand oui, ils c'est- buvaient et qu'ils étaient complètement bourrés, on faisait donne-moi encore un peu de Ça limonade. c'est clairement, Oh, j'ai hein. la tête qui tourne, quoi. Mais Ça Qu'est-ce s'adressait qui clairement vous a à- le plus surpris finalement par rapport à ce personnage de Charlotte? dans Juliette, je Ouais. t'aime. Mm. D'abord, je l'avais fait presque parler comme Bardot, parce que elle était complètement entre deux eaux. Elle était en nuisette, mais je l'ai Oui, vue à oui. la fin. C'était- Vous voyez bien explicitement Mais ça sa me faisait poitrine. hurler de rire, moi. Je trouvais ça mais décalé. Mais Mm. je me disais, mais les mecs, ils ont fumé la moquette, ceux qui ont dessiné le truc. C'est pas possible, quoi. Je sais pas, je savais pas quoi en penser, en fait, vraiment. C'était tellement, ça sortait tellement. Entre Bambi, Blanche-Neige et Charlotte, Juliette, je t'aime, quoi. Il y a- Le, parle pas de la le problème, même chose. c'est que beaucoup de ces œuvres japonaises sont plus destinées à un public plus adolescent, voire carrément adulte. Oui. Et en France, on a balancé ça sans même essayer d'expliquer au public, en vérité, que c'est une quand autre même. culture, c'est pas une autre façon de voir les choses. Les Ouais. dessins animés, c'est pas forcément pour les enfants. Il y a différents types de genres de dessins animés pour tout âge, en vérité. Ça n'a rien à voir avec Disney. Non, puis même leur culture au Japon, tout est différent. C'est des gens qui ont pas oublié qu'ils ont quand même reçu la bombe atomique sur la tête. Hein. Je pense que quelque part, ça a dû faire sauter quelques tabous, j'imagine. Je sais pas, enfin, je dis ça, mais bon, peut-être c'est complètement idiot ce que je dis, mais c'est une culture qui est d'une telle rigidité que quand ils pondent des trucs, eh ben, ils vont se défouler dans ce qu'ils vont faire. Nous, on n'a pas cette rigidité-là dans notre éducation. On ne pousse pas les mômes comme on les pousse là-bas au Japon. En fait, ils ont plus un sens collectif qu'individualiste. Donc, d'un point de vue créatif, on va pas créer les mêmes choses, forcément. Eux, ils ont besoin de lâcher de la vapeur, ils ont besoin de lâcher du lest. Donc, ça se retrouve certainement dans leurs dessins. Petite anecdote, en Asie, je pars, ça n'a rien à voir avec le dessin animé, mais ça a tout à voir avec je pars à Venise en train. Avec Clara, avec ma fille, on s'en va faire un petit voyage. On décide de le faire en train parce que l'arrivée à Venise est quand même extraordinaire. Couchette. Voilà. Et je partage tout le wagon avec des Coréens. Donc, de jeunes Coréens qui viennent en vacances en Europe, etc. Ils ont commencé, ils sont montés dans le train, ils se sont assis, ils ont commencé à boire du vin, de la bière, de la vodka, du gin. C'est incroyable les mélanges qu'ils ont fait. Et j'ai commencé à parler avec eux, et je leur ai expliqué, je dis mais comment vous buvez, mais c'est pas possible de boire comme ça. Et ils nous disaient mais on fait ça tous les week-ends. Nous on fait ça tout le temps. Et ça me faisait repenser à cette série, donc Juliette, je t'aime, où ils passaient leur temps à picoler.
pour eux, c'est une façon de... Ils ont une telle pression, il faut qu'ils soient tellement dans le rendement, dans voilà, tout le temps que là, après, ils lâchent tout et ils se mettent à boire, à picoler. J'étais affolée, je suis allée voir le contrôleur, j'ai fait quelque chose, on a passé une nuit de folie, quoi. C'était tout le wagon, ils étaient tous bourrés, ils sont arrivés à Venise dans un état, mais j'ai jamais vu ça. Et c'est vrai que, voilà, c'est des gens qui n'expriment jamais rien, jamais. Ils sont totalement impassibles. Quand ils sont rentrés, ils n'étaient pas bourrés, mais c'est impassible. Et puis tout à coup, en buvant, là, ils peuvent commencer à communiquer, à boire, etc. C'est étrange. Vraiment, c'est très étrange. Oui, mais c'est ça, leur éducation est très stricte, Voilà. et on leur demande de garder une certaine pudeur et ne pas exprimer la moindre faiblesse, le moindre sentiment. Et donc, pour en revenir au dessin animé, que ce soit Candy, Collège Foufou, Lady Oscar ou je sais pas quoi, ou les autres, on voit très bien dans l'écriture que les personnages vont exprimer, mais 10 000 fois trop, parce que là ils peuvent, et c'est créatif. Donc si Candy elle est malheureuse, mais alors c'est the malheur, quoi. La vieille bonne femme méchante, mais elle est plus méchante, on ne peut pas faire. C'est très manichéen, c'est très blanc, très noir, il n'y a pas de subtilité vraiment. Manichéen, mais en même temps tout n'est pas lisse, quoi. Ah non, mais rien n'est lisse, bien au contraire. Ah non, c'est pas lisse. C'est vrai que les sentiments dans ces œuvres-là sont évoqués exacerbés. à puissance 1000 par rapport à nous. Ça on nous le voit semble, même à dans nous le les dessin. occidentaux, ça nous semble trop exagéré. Bon, alors, voilà ce qui ça me rappelle que ce qui me frappait, c'est que tout à coup, par exemple, Candy, je sais pas, avait un truc, une idée qui lui passait. Il y avait un arrêt sur l'image, puis on voyait une goutte qui lui perlait là sur le front de sueur, et l'image était arrêtée, et il y avait, ça faisait des effets qui accentuaient le... voilà, C'est ils aussi pour accentuaient. pallier au fait que l'animation japonaise c'est du 12 images secondes au lieu de 24. Donc. Peut-être, mais n'empêche que c'était une façon d'exprimer les sentiments, et tout est très marqué comme ça. C'est assez rigolo pour nous. Nous, on est plus latin, on exprime les choses beaucoup plus. Non, mais en tout cas, c'est vrai, vous avez tout à fait raison. C'est vrai que nous, on exprime, c'est extérieur, Voilà. nous, c'est intérieur. Ah, complètement. Complètement. Tout intériorisé. Et quand ça doit exploser, ça vraiment, ça, c'est- vous prenez ça en pleine figure. Voilà. C'est énorme. oui, quoi. en plus, vous êtes. Et c'est pareil. probablement ce qui a fait le succès de toutes ces séries ici. C'est que, voilà quoi, c'était une autre façon d'exprimer les choses, et puis un dessin tellement particulier, le manga, une culture, hein, même, je dirais presque. Restez avec nous. La voix des héros revient dans un instant sur Animusique. Mon cher Oscar, mon fidèle Oscar, vous qui m'avez suivi et protégé durant toutes ces années, voyez aujourd'hui dans quel tourment la France est plongée. Qu'ai-je fait de si mal pour être ainsi haï de toutes parts? Avez-vous des nouvelles de Monsieur de Fersen? Peu m'importe les épreuves, Oscar, j'y ferai face, comme se doit de le faire la reine de France. Parmi toutes les séries où vous avez incarné des héroïnes, il y a Lady Oscar dont vous avez parlé, dont le doublage est unanimement reconnu comme excellent. Même l'œuvre en elle-même d'ailleurs est une œuvre majeure de l'animation japonaise et du manga. Ouais. Quel ressenti vous avez sur cette série? Parce que c'était quand même assez profond, il y avait des sentiments qui allaient assez loin entre les protagonistes. C'était toujours pareil, c'est très étonnant de voir l'histoire de France vue par les Japonais, quoi. C'était ça, moi, qui me... Monsieur de Fersen, Marie-Antoinette, là encore, les sentiments étaient blancs, noirs, rouges, enfin, c'était très affirmé, et puis j'aurais été anglaise ou américaine, j'aurais doublé cette série, ça m'aurait moins étonnée en étant française et en étant, c'est quand même l'histoire de France, quoi. Vu par les Japonais, c'est extraordinaire. Comment dire, je sais pas, ça nous faisait beaucoup marrer quand même. On rigolait bien. Parce que c'était drôle. Même si pour vous, après, à l'arrivée, oui, mais c'était leur vision qui était bizarre, qui était étrange.
Et nous, il fallait bien le jouer, ce truc-là, il fallait qu'on le joue. Les sentiments, il fallait qu'on les ait. Voilà, même si on avait du recul, même si on avait moi je portais un certain jugement, enfin, sur la véracité des Après, c'est romancé de toute façon. Tout ça. Ah oui, mais Voilà, romancé comme ça... Notamment ce que vous disiez tout à l'heure, les anachronismes qu'il y avait Oui. dans la série, Incroyable. voir la tour Eiffel, Oui. effectivement, on se Oui. demande ce que ça vient faire là. Donc, Parce que voilà. dans l'inconscient collectif des Japonais, certainement, l'Arc de Triomphe et la tour Eiffel, c'est la France. Donc c'est même plus une époque, ça devient... c'est une marque de fabrique, c'est un logo, voilà. Ouais, mais les Japonais idéalisent beaucoup aussi la France. Quand Les ils viennent pauvres. ici, ils croient qu'ils vont Déprimés. retrouver la France des années 50, Ouais. type Il y Gabin. en a beaucoup qui se suicident. Mais beaucoup de Japonais viennent à Versailles Mais justement c'est à vrai, cause de Lady Oscar. Oui, Oui. oui. Oui, ça fait connaître quand même. Ouais. Moi, j'avais déjà entendu des Japonais dire qu'ils pensaient voir en France voilà, des couples en train de s'embrasser devant le Sacré-Cœur avec des envolées de colombes, avec le ce genre de béret, choses, la baguette. avec le borsalino, voilà. Alors que quand ils viennent ici, ils sont un petit peu choqués parce que c'est pas vraiment ça en Non, fait. c'est plus ça du tout. C'est plus ça du tout. Ouais, ouais. Quand ils voient le métro et l'insalubrité, bon, Ah bah voilà, complètement. au Ouais. secours. Ouais. Voilà. Ah, Et bah, de toute façon, on sait bien que ça. sans a parler changé. des raquettes dans le métro et dans Oui, la tout rue. ça, ouais, c'est sûr. Voilà. C'est autre chose. On revient un peu à la chanson, puisque vous avez aussi interprété quelques génériques qui sont Oui. restés dans les mémoires, comme celui Le rigolo au Mimi Cracra, Oui, oui. dont vous avez fait également la voix du personnage. Oui, Il y a aussi Sherlock Holmes, qui a un Oui. magnifique générique que vous avez Ouais. chanté 2 fois d'ailleurs. 2 fois, oui. Est-ce qu'au premier enregistrement, vous avez enregistré uniquement une version courte ou il y avait déjà une version longue qui n'a jamais été utilisée pour une sortie vinyle? Je crois que j'ai fait toute la version courte du générique du dessin animé. Ouais. Ça a été fait après la version longue. Et justement, est-ce que vous avez refusé par la suite des propositions génériques, craignant d'être cantonné en fait à ce registre? Non, moi, dès qu'on me demandait de faire quelque chose, je disais oui, avec plaisir. Vous avez même fait Oui C'est- Oui. Oui, j'ai fait oui, ça m'avait... Qui est devenu célèbre grâce à Lionel Jospin, notamment dans les Guignols, parce que Oui. je me souviens qu'ils avaient repris la chanson. Oui. Non, moi, j'aime mon boulot, j'aime mon travail. Il n'y a aucune honte à faire des choses qu'on aime. Voilà. Après, bon, il y a des gens qui peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Ça m'est totalement égal. Moi, si on me demande de chanter un truc, en général, c'est toujours assez mignon, d'ailleurs. Oui, les Même moumines, si c'est très mignon. les moumines, même si les paroles, ça va pas très très loin, c'est pas grave. Ça fait partie d'un tout. Voilà. Puis c'est plutôt flatteur d'être demandé pour faire quelque chose, quoi. C'est mieux que de rester chez soi. On loue beaucoup la qualité du doublage du collège Foufoufou. Selon vous, pourquoi précisément? Et pourriez-vous évoquer le doublage ayant eu lieu en 2012 sur cette série? Pourquoi? Parce que c'était d'une grande spontanéité. En fait, cette série a été, je ne devrais pas le dire, mais a été enregistrée de cette manière. On mettait le rouge, on lisait pas avant. La bande arrivait, on lisait, enfin, on enregistrait. Si on se plantait, on arrêtait, on recommençait. Mais uniquement. En fait, c'était comme si cette spontanéité, on la ressent, hein, probablement, tout au long du truc. Donc, évidemment, après, au final, tout était bien en place, etc. Mais on enregistrait en direct. Donc, on faisait 5 épisodes par jour, c'est énorme, quand même énorme. Et il y avait une sorte d'émulation. Parce qu'on était plusieurs à la barre, sur chaque scène, admettons, il y avait 4 ou 5 personnages par scène, on pouvait enregistrer 3 boucles d'affilée, et puis c'était une sorte d'émulation. Moi je ne me planterais pas, parce que je ne veux pas que ce soit moi qui fasse arrêter l'histoire, et chacun était ultra concentré en fait, ultra concentré. Donc il fallait quand même des gens qui maîtrisaient bien la technique, hein, du doublage, pour pouvoir se permettre de faire ça. Et les gens qui ont travaillé sur le collège Foufou, c'est quand même des gens qui sont assez solides, très bons comédiens, donc on pouvait se permettre de faire une chose comme celle-là. Et ce qui donne ce côté très spontané, très vivant de la série. Et quand on s'est retrouvés là en 2012, c'était vraiment marrant parce que je ne sais pas combien d'années s'était passé entre la fin de l'enregistrement, peut-être une vingtaine d'années, je ne sais pas exactement, peut-être moins, mais enfin, dans ces eaux-là. Oh là là là, on était là. Ah, tu là. Bonjour, où est ton déambulateur? On s'est bien marré, quoi. Et puis on est re-rentré là-dedans comme si c'était la veille. On avait fait les derniers épisodes. Voilà. Comme quoi. Hein. Restez avec nous. La voix des héros revient dans un instant sur Animusique.
Chris, quand ces combats vont-ils enfin cesser pour que je puisse enfin me concentrer sur ma future carrière d'idole? Bon, d'accord. Les filles, besoin d'un petit coup de main? Vénus Crystal Power, Make-up, croissant d'amour, agissez tout de suite! Vous êtes marqué par vos doublages, vous vous en souvenez bien, j'ai l'impression. Oui, je me souviens. Je me souviens pas de tout. Il y a Tu des joues fois, des Booba, par exemple. je me souviens bien des petits poneys, les moumines, bien sûr. Booba, un petit peu moins. Ouais, c'est marrant, il y en a qui Et m'ont moins d'une marqué. série live comme Charles sans charge. Ah oui, ça, je me souviens bien. Il y avait la petite merveille aussi. Je sais plus quoi, j'en ai fait kilomètres. Ouais. Ah, il y a eu dans votre carrière la série Sailor Moon. Oui. Vous incarnez Sailor Vénus, puis Oui. la petite Camille. Ouais. C'est la plus longue série en termes d'épisodes sur laquelle vous avez travaillé. Plus que Candy? 167 épisodes doublés de Sailor Moon contre Ah ouais. 116 de Candy. Ah ouais, je les avais pas comptés. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette série? Du travail sur cette série? Bah là, c'est pareil, c'est toujours l'étonnement de la mentalité, enfin, des créateurs japonais qui tout à coup nous sortent des trucs hallucinants, des personnages physiquement qui n'existent nulle part, qui n'existeront jamais nulle part, et une espèce de grands cheveux, ultra sexy, avec des pouvoirs, mais pas très subtil quand même, hein. On ne peut pas dire que voilà, et beaucoup de fou rire. Hein. Qu'est-ce qu'on s'est Il y avait beaucoup de sous-entendus un petit peu Oui, à travers la énormément. série Mais des fois, on était pour la obligé. jante Oui, masculine. Oui, On oui. était obligé, ils changeaient le texte. Je Hein. suis pas en désaccord. Il y a eu, c'est ma fille qui me dit, il y a même des épisodes cultes où on entend le sous-texte, la façon dont ça a été changé. Parce que on voit bien à l'image que c'est pas du tout. Ce qui est dit, c'est pas ce qui se passe à l'image. Et puis Philippe Auguste y Ah allait oui. joyeusement, Ah oui. ma petite pupuce. Oui, c'était. À contrario, il y a Marc Lessa qui me disait que lui, il aurait aimé qu'on garde le sens de l'œuvre originale. Bah, nous aussi, on aurait préféré, mais bon. Oui. S'ils avaient fait ça, à mon Mais avis, ça il y aurait eu passait pas. des problèmes, à mon avis. Ça Parce passait que, pas. ouais, ouais. Les seules chaînes télévision, je vais vous le dire, hein, où on peut vraiment dire les choses crues comme elles sont, la seule chaîne qui existe là, actuellement, aujourd'hui, c'est Canal+. Je vous dis pourquoi, parce que j'ai adapté une série qui s'appelle Weeds, qui est une série plus trash, je ne sais pas si on peut faire, vraiment où il y a des mots et des choses, et on me dit tu y vas à fond, tu dis tu changes rien, tu restes dans le même esprit, etc. Mais c'est la seule chaîne, hein, parce que je vois TF1, si il y a deux personnes en train de... Voilà, faut dire, oh là là, donnez-moi encore un peu de sucre dans mon thé, s'il vous plaît. Alors, quelle image. Ce que je ne comprenais pas pourquoi ils achetaient finalement ce genre de série, quand même assez trash, pour après essayer d'en faire quelque chose de Walt Disney, quoi. C'est étrange comme démarche aussi. Mais parce que je pense qu'il y a eu une mode vraiment énorme des séries japonaises manga, et ça marchait bien. Hein. Sur Sailor Moon, justement, il y avait beaucoup de personnages et vous n'étiez pas très nombreux en fait pour faire Non. les voix. Et on retrouvait beaucoup la voix de, je sais plus son nom, la doubleuse de Sailor Saturne, Sailor Jupiter. C'est Agnès Grid. Hein. Voilà, c'est ça. Agnès, oui. Je faisais beaucoup de voix. Oui, elle faisait, oui. Je crois qu'on était 5, Pas très nombreux, oui, alors qu'il y Et avait on de se plus en plus partageait, de personnages. Quoi. Oui, à la C'était, fin, on ne savait plus les voix. Encore quand c'était Camille qui était toute petite, et puis je pouvais prendre une voix un petit peu plus Oui, âgée, voilà, ça ça allait. collait bien entre les deux Il y a personnages. un film que j'ai fait comme ça, c'est incroyable. Hein. C'est Madame Doubtfire. Je fais les deux rôles. Je fais la petite fille et la sœur. Ça a été étrange. Normalement, j'aurais pas dû le faire, mais je pense que la comédienne qui avait été choisie pour la toute petite, elle n'était pas vraiment prête. Enfin bon, il y a eu un truc et on m'a demandé de faire les deux. Donc là c'est un exercice extraordinaire. Plus que sur du dessin animé, parce que là, il y a quand même Les acteurs derrière. des vrais acteurs, donc il faut vraiment aller chercher autre chose dans la voix, dans le jeu, surtout dans le jeu. C'est intéressant à faire quand même. C'est sympa de pouvoir changer de rôle à l'intérieur du même...
Mais ça me fait penser par rapport au fait que le doublage a subi une énorme évolution, notamment dans les techniques de doublage. Qu'est-ce que vous pensez des techniques de doublage d'aujourd'hui? Voilà, c'est-à-dire que la technique, il n'y a pas vraiment... Enfin, ce qui a changé, c'est effectivement, au lieu d'être sur un écran avec une rythmo où on met les boucles, maintenant c'est sur un écran de télévision et puis c'est informatisé. Voilà, donc, mais pour l'exercice reste toujours le même pour le comédien. Il doit lire en place, voilà, et jouer. Voilà. Pour lui, c'est la même chose. Techniquement, le support est un peu différent. Je veux dire, comme Cabrel, c'est mieux avant. La qualité de doublage s'en ressent parce que les doublages d'aujourd'hui, maintenant, sont largement moins travaillés qu'il y a Vous n'auriez pas pu faire ce 25 que ans. vous avez fait sur le collège Foufou, par exemple. C'est-à-dire que je sais pas. Je sais pas quoi vous dire. Franchement, je sais pas. Il y a des trucs qui sont extrêmement bien doublés et puis il y a des trucs qui sont moins bien doublés. Donc là, j'ai plus suivi au niveau des dessins animés ce qui se passe aujourd'hui, hein, forcément. Là, je viens d'en faire un. Là, je viens d'enregistrer une série qui s'appelle Spencer, qui n'est pas encore sortie, qui va sortir, je sais pas quand. C'est Disney. Hein, c'est un Disney. C'est assez marrant. Et j'ai travaillé sur un dessin pas fini, parce que c'est fait en France, en plus. Donc, on a travaillé sur des scènes où c'est pas encore complètement abouti. Mais c'est assez marrant. Avec Christophe Lemoine, enfin plein de gens. Et là, on a vraiment travaillé comme on travaillait autrefois, pareil. Il y a des produits sur lesquels il y a peut-être plus d'argent. Tout à l'heure, vous nous disiez que vous aviez fait du travail d'adaptation. Est-ce que vous avez quelques titres à nous donner J'ai une liste, mais... Lois et Clark, Weeds, Sex and the City, j'ai une liste entière. Des grandes séries en plus. Ah, des grandes séries du dessin animé. J'ai fait Law and Order, j'ai fait Medium, j'en ai fait... C'est impressionnant. Ah ouais, j'ai écrit énormément. Est-ce que vous vous souvenez de votre rôle sur la série Côte Ouest? Vous étiez Olivia Cunningham. Ah non, vaguement. Bon, ça, c'est une question de fan. Hein. Oui, non. C'est elle qui avait des boutons sur la figure? Non. Bon, elle était plutôt jeune. Ça fait longtemps que j'ai pas vu la série. Je sais plus, donc parce ça- Elle n'est pas morte, non, parce qu'il marche c'est dedans. Non, elle est pas c'est pas morte. sur Côte Ouest. Non, c'est sur une autre série, ouais. Non, je me souviens pas vraiment. Non, ça, c'était assez rapide. Si vous deviez décrire votre double album Echo Prestige Paris en 2009, quelles spécificités en font à votre avis ses axes principaux? On a essayé de mettre dans 2 albums tout ce que j'avais enregistré auparavant. Donc il y a des problèmes de son, puisqu'on a retrouvé des trucs qui étaient que sur cassette, les bandes ont été perdues, ça a été... Bon, on a essayé de... Oui, il y a Les bandes ont été perdues? Oui, il y a des bandes qui ont été C'est perdues. possible, ça? C'est possible, donc on est parti avec des albums... Enfin, les bandes sur lesquelles on a enregistré. Oui. Ah oui, ont été paumées. Et donc vous avez réenregistré des titres pour l'occasion? Non, la seule que j'ai réenregistrée, c'est Bazooka. C'est la seule. Parce que j'avais la musique, mais en fait, le Bazooka original, ou originel, c'était pas cet arrangement-là, c'était un autre arrangement qui avait été fait, et celui-là, on l'a jamais retrouvé. On a retrouvé, c'est un 2e arrangement qui avait été fait il y a quelques années, et j'ai reposé ma voix dessus. Donc c'est vrai que dans Double Echo, il y a des qualités sonores qui peuvent laisser à désirer par moment, mais techniquement, ils voulaient vraiment tout mettre. Donc j'avais même des trucs sur cassette qu'on a récupérés, ils ont essayé de nettoyer techniquement, etc., pour que ce soit quand même un petit peu, que ce soit audible. Mais c'est marrant de voir toutes ces chansons. Je sais pas, il y a 45 titres, c'est rigolo, quoi. C'est vous qui gérez votre site internet, ameliemora.com, et non, c'est pas vous, non? Non, c'est aussi beau. D'accord, et pareil pour j'ai vu qu'il y avait une page sur YouTube avec des vidéos. Ouais, c'est eux qui font tout ça, c'est eux qui s'en occupent. Et ça doit vous faire plaisir que des gens comme ça, Oui. vous vous rendez compte que vous avez encore beaucoup d'admirateurs Oui, aujourd'hui. ça m'étonne, je trouve ça sympathique, je trouve ça vraiment, c'est super, ça veut dire que qu'il y a des choses sympas qui ont été faites et que ça dure encore un peu, et c'est tant mieux, quoi, c'est bien, hein, c'est mieux de laisser des bons souvenirs que des mauvais. Ça vous saoule pas des fois qu'on doit vous parler beaucoup de Candy? Non, ça me saoule Non. pas, parce que pourquoi ça me saoulerait? Non, parce qu'il y a certains comédiens qui sont peut-être
Non, moi je trouve ça a marqué. Et puis moi, quand j'étais enfant, je me souviens il y a des choses qui m'avaient marqué et d'en parler, ça fait toujours plaisir. Et puis ça fait plaisir aux gens. Et puis c'est gentil, c'est sympathique. Non, ça me saoule pas. Moi, ça me fait plaisir La de dire ça. La seule chose qui me saoule, c'est le vin. Est-ce que vous auriez un petit message à passer à nos auditeurs, sachant qu'on va fêter là, avec la diffusion de cette émission, le 4e anniversaire d'Animusique. Ah, bien. Donc ça nous fait très plaisir de vous recevoir justement pour cette émission. Ça fait longtemps qu'on voulait vous avoir. Bah, Alors qu'est-ce que je pourrais dire à vos auditeurs? Profitez bien de cette radio qui m'a l'air créée par des gens extrêmement passionnés. Hein. Voilà, donc ça c'est formidable. La passion, c'est ce qu'il y a de mieux dans la vie. Et puis partager le bonheur. Je crois que ça aide. Les gens, c'est des rendez-vous certainement pour eux. C'est des repères. Voilà, donc c'est bien. Donc chers auditeurs, amusez-vous bien, éclatez-vous. Écoutez de toutes vos oreilles. Et puis si j'ai dit des bêtises, tant pis, c'est pas grave. Voilà. Je ne serai pas la première. Merci beaucoup, Amélie. Je vous en prie. Anthony, Terry et vous, mes amis, Archibald et Alistair, ma chère Annie, je vous le promets, je serai forte quoi qu'il arrive. Même si je pleure parfois, je sais que grâce à vous tous, je peux retrouver le sourire et aller droit devant pour réaliser mes rêves. Merci, mes amis. Alors, Albator, quelle ironie!